Une pauvre jeune femme pleurait devant une tombe. Le millionnaire lui dit, « C'est la tombe de ma femme. Quelle est votre histoire? » Le ciel de fin d'après-midi était chargé de nuages. Le genre de nuages qui promettent la pluie, mais qui ne la font jamais tomber. Une brise froide soufflait à travers les grands arbres qui bordaient le cimetière tranquille à la périphérie de la ville, balayant les feuilles sèches sur les chemins sinueux pavés de pierre. Tout était calme, à l'exception du bruissement occasionnel du vent qui soufflait dans les branches nues au-dessus de nos têtes. Elara s'agenouilla seule à côté d'une petite tombe sans ornement. Il n'y avait ni photo, ni pierre tombale en marbre, juste une plaque usée par les intempéries encastrée dans le sol, partiellement cachée sous des feuilles friables. Ses longs cheveux blonds, légèrement bouclés, tombaient sous la capuche de son manteau usé. Le tissu était délavé et effiloché au niveau des manches. Ses yeux étaient rouges et gonflés d'avoir pleuré. Elle serrait contre sa poitrine un sac en toile qui avait connu des jours meilleurs. Le tissu était fin, les coutures étirées, et de temps en temps, le coin d'une carte de vœux dépassait du haut du sac. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle s'essuya le visage avec le dos d'une manche, puis se baissa pour balayer quelques feuilles de la pierre tombale. Elle le fit doucement, comme si elle s'occupait d'une personne qu'elle connaissait. Derrière Ethan et des pas réguliers crissaient doucement sur le gravier. Un homme grand, âgé d'une trentaine d'années, s'arrêta à quelques mètres d'elle, tenant un bouquet de chrysanthèmes blancs enveloppé dans du papier brun ordinaire. Son manteau était simple mais bien coupé et son expression indéchiffrable. Il resta silencieux un moment, regardant la même tombe. Puis, d'une voix basse et calme, il prit la parole. « C'est la tombe de ma femme, dit-il. Qui êtes-vous? Pourquoi pleurez-vous ici? » Ara sursauta. Elle se retourna rapidement, les yeux écarquillés, le visage pâle. Pendant un instant, elle se contenta de le fixer, puis elle se releva précipitamment, époussetant ses genoux, la voix tremblante de honte et de panique. Je, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas à qui elle appartenait. Je ne voulais pas, dit-elle en déglutissant. Je ne voulais pas m'immiscer. L'homme ne s'avança pas, mais leva une main dans un petit geste non menaçant. « Je ne suis pas en colère, dit-il d'une voix calme et bienveillante. Je veux juste comprendre ce qui vous a amené ici aujourd'hui. » Ara se figea un instant, serrant son sac plus fort. La carte à l'intérieur se froissa sous la pression de ses doigts. Elle baissa les yeux vers le sol et, pendant une seconde, on aurait dit qu'elle allait s'en aller. Mais quelque chose dans le calme de son ton, ou peut-être dans l'immobilité avec laquelle il attendait, la fit s'arrêter. Elle se rassit lentement par terre, les yeux toujours fixés sur la plaque. Elle poussa un long soupir. « Je ne suis pas venue ici pour causer des problèmes, » dit-elle finalement. Sa voix était douce mais pas faible. « J'avais juste besoin d'être ici. » John ne dit rien. Il resta simplement où il était, les fleurs toujours à la main. Son visage était impénétrable, mais ouvert. Ara baissa à nouveau les yeux vers la tombe, le regard distant, comme si elle voyait un souvenir plutôt qu'un morceau d'herbe et de pierre. Et dans ce silence, chargé de questions tacites, quelque chose changea. Une histoire attendait là. Une histoire qu'il n'avait pas demandée, qu'elle n'avait pas prévu de raconter, mais qui était sur le point de se dévoiler. Là, dans le calme entre le chagrin et la gratitude. Le silence entre eux persistait, mais il n'était plus inconfortable. Il semblait nécessaire, comme si quelque chose d'ancien et de délicat était soigneusement déballé. Les yeux dehors restèrent fixés sur la tombe lorsqu'elle commença à parler. « J'avais 19 ans, dit-elle d'une voix lente, presque hésitante. Je venais de tout perdre. Mes parents avaient coupé les ponts. Je n'avais plus d'amis. Je vivais dans ma voiture, je mangeais à peine. Chaque matin, je me réveillais et je me demandais s'il ne serait pas plus facile d'arrêter d'essayer. » John se tenait tranquillement à côté d'elle, écoutant. Le vent se leva légèrement, faisant à nouveau bruisser les feuilles. « J'ai trouvé un emploi à temps partiel pour répondre au téléphone dans une petite maison de retraite, » continua-t-elle. « Non pas parce que je voulais travailler, j'avais juste besoin d'un endroit chaud où je pourrais manger. » Ses doigts suivirent le bord du sac en toile posé sur ses genoux. Il y avait cette femme, plus âgée, douce, avec un sourire des plus aimables. Elle n'était pas une patiente. Je pense qu'elle était bénévole. Elle venait quelques jours par semaine, aidait à servir le déjeuner ou s'asseyait simplement pour discuter avec les résidents. Sa voix s'adoucit,
Un après-midi, elle m'a remarqué. Je pleurais dans la salle à manger après le départ de tout le monde. Je pensais être seul, mais elle s'est approchée et m'a apporté une tasse de thé chaud. Elle ne m'a posé aucune question. Elle n'a pas essayé de régler quoi que ce soit. Elle m'a simplement dit, aujourd'hui, cela semble impossible, mais demain pourrait vous surprendre. John sentit sa poitrine se serrer. Il connaissait ce ton. Il y reconnaissait la voix de sa femme. Ara s'essuya la joue et esquissa un sourire triste. Après cela, elle continua à venir. Pas seulement pour les résidents, mais pour moi. Elle apportait de petites choses, des livres de mots croisés, une barre chocolatée, une écharpe une fois qu'elle avait remarqué que je n'en avais pas. Je ne lui ai jamais dit à quel point les choses allaient mal, mais elle le savait d'une manière ou d'une autre. Sa voix tremblait. Il y a eu une nuit où je ne pensais pas m'en sortir. J'avais écrit une lettre. J'avais un plan. Mais elle est venue après de la fermeture. Elle a dit qu'elle avait un mauvais pressentiment. Elle m'a trouvé assis dans le couloir arrière avec un flacon de somnifère. Ara fit une pause retenant ses larmes. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas paniqué. Elle s'est simplement assise à côté de moi et m'a tenu la main. Elle est restée toute la nuit. John retint son souffle, presque inaudiblement. Elle m'a sauvé la vie, murmura-t-il. Il y eut un long silence. Je ne connaissais même pas son nom, dit-elle finalement. Je l'appelais simplement Melly Lily. Je pensais qu'elle n'était que de passage. Un jour, elle a cessé de venir. J'ai supposé qu'elle avait déménagé ou, enfin, vous savez, son regard se posa sur le sac posé sur ses genoux, d'où dépassait encore la carte de vœux. 3 ans plus tard, j'ai vu sa photo dans un journal, dans une nécrologie. C'est ainsi que j'ai découvert qu'elle s'appelait Lily Grant. John s'agenouilla lentement à côté de la tombe, le bouquet toujours dans les mains. Je l'ai reconnue immédiatement, dit-il. Je suis venu ici la semaine suivante, j'ai déposé une fleur, je lui ai raconté ce que j'avais fait. J'avais alors une fille, un travail, un petit appartement, et chaque mois depuis, je reviens pour la remercier, a-t-elle conclu doucement. John n'a rien dit. Pas au début. Son regard était fixé sur la plaque, immobile. Puis, avec précaution, il a posé le bouquet. Je ne savais pas, a-t-il fini par dire d'une voix rauque. Elle ne m'a jamais parlé de vous, ni des autres personnes qu'elle aidait. Je pensais la connaître si bien. Il regardait la plaque non pas avec suspicion ou confusion, mais avec quelque chose qui ressemblait presque à de la révérence. Elle disait toujours qu'elle voulait laisser quelque chose d'important derrière elle, ajouta-t-il. Je ne m'étais simplement pas rendu compte qu'elle l'avait déjà fait. Son regard se posa à nouveau sur la tombe, et, pour la première fois depuis des années, la douleur dans ses yeux s'adoucit. Ce qu'il ressentait n'était plus seulement du chagrin, c'était de la fierté. Ils restèrent assis là, côte à côte, tandis que le vent soufflait doucement sur l'herbe. Et dans le silence qui suivit, quelque chose entre eux commença à changer, quelque chose d'inexprimé, mais profondément compris. Ce soir-là, le ciel au-dessus de la petite ville avait pris une teinte charbon douce, striée de bleu fané et de touches dorées. Les rues étaient pour la plupart calmes, les magasins fermaient les uns après les autres, leur lumière chaude clignotant comme des étoiles lointaines. John marchait à côté de lui sur le trottoir. Le silence entre eux n'était plus tendu, juste doux. Je pense, dit-il finalement, que ma femme aurait aimé que j'invite une de ses vieilles amies à dîner. Ara eut un petit sourire surpris. Amie, c'est peut-être un peu exagéré. Il lui jeta un coup d'œil. Elle t'a aidé pendant les moments les plus difficiles de ta vie. Tu te rends sur sa tombe depuis des années. Pour moi, ça ressemble à de l'amitié. Ils tournèrent au coin de la rue et entrèrent dans un petit café tranquille niché entre 2 magasins d'antiquités. Il n'était pas chic, juste chaleureux. Avec son parquet, le vieux jazz qui jouait en fond sonore et son éclairage tamisé, c'était le genre d'endroit où l'on ne se sentait pas jugé pour être fatigué. Ils s'assirent à une table près de la fenêtre. Une serveuse leur apporta 2 tasses de café et les menus, puis les laissa tranquilles. John ôta son manteau, mais resta silencieux, laissant l'ambiance s'installer. Elle remua distraitement la crème dans son café, le regard perdu quelque part au-delà de la fenêtre. Ma fille s'appelle Maisie, dit-elle. Elle vient d'avoir 4 ans la semaine dernière. John acquiesça. C'est un joli prénom. Elle est tout pour moi. Ara poursuivit, d'une voix douce que seule une personne qui s'est accrochée à l'amour comme à une bouée de sauvetage peut avoir. J'ai plusieurs petits boulots, tout ce que je peux trouver.
Je tiens un stand de fleurs le week-end, je livre des courses à vélo. Parfois, je fais des ménages. Ce n'est pas très glamour, mais c'est honnête. John l'observait pendant qu'elle parlait. Ses doigts enroulés autour de la tasse étaient rugueux sur les bords, avec de petites ampoules près du pouce et des callosités sur la paume. Ce n'étaient pas les mains de quelqu'un qui menait une vie tranquille. C'étaient des mains qui avaient porté des charges lourdes, littéralement et émotionnellement. Je ne te dis pas ça pour que tu aies pitié, ajouta-t-il rapidement, percevant quelque chose dans son silence. C'est juste que ça fait du bien de parler à quelqu'un qui la connaissait, même si vous ne connaissiez pas cette facette d'elle. J'apprécie que vous m'en ayez fait part, dit John, et je ne ressens pas de pitié, juste du respect. Elle cligna des yeux, surprise. J'ai rencontré beaucoup de gens qui parlent de travail acharné, dit-il. Très peu le vivant. Il y eut une pause pendant laquelle ils burent tous deux leur café. John fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une petite carte de visite de couleur crème. Il la fit glisser sur la table. Je ne sais pas à quoi ressemble votre vie au quotidien. Je ne prétendrai pas comprendre toutes vos difficultés, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler. Ara hésita, regardant la carte. Ce n'est pas de la charité, ajouta John. Il ne s'agit même pas de moi. C'est pour elle. Elle t'a donné une seconde chance autrefois. Je pense qu'elle voudrait que je te fasse la même chose. Ara prit la carte avec précaution. Merci, dit-elle doucement. Je n'accepte pas l'aide à la légère. Je comprends, répondit-il. Ils quittèrent le café peu après. La nuit était devenue plus froide, et elle serra son manteau autour d'elle lorsqu'ils sortirent. Je devrais rentrer chez moi, dit-elle. Maisie est chez ma voisine ce soir. Je n'aime pas rester dehors trop longtemps. John acquiesça. Bien sûr. Merci pour cette conversation. Alors qu'elle se retournait pour partir, elle s'arrêta et se retourna. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne saviez pas que votre femme faisait ces choses pour les autres. Peut-être qu'elle ne vous l'a pas dit parce que cela ne la concernait pas. Peut-être qu'elle voulait simplement que les gens se sentent vus. Cela lui suffisait. John ne répondit pas. Il regarda simplement Ara disparaître dans la rue, sa silhouette finalement engloutie par l'ombre et les lampadaires. Il glissa ses mains dans les poches de son manteau et leva les yeux vers le ciel nocturne, pensant à Lily, à la gentillesse tacite et aux étrangers qui portaient en eux des fragments des personnes que nous avons perdues. Pour la première fois depuis des années, la soirée ne semblait pas si pesante. Le vent hivernal soufflait plus fort que d'habitude cette nuit-là. Sur la banquette arrière exiguë de sa vieille berline, Ara serrait Maisie contre elle, enveloppant la petite fille de toutes les couvertures qu'elle avait. Le moteur était éteint, l'essence était trop chère pour être gaspillée, et son propre manteau fin et effiloché la protégeait à peine du froid. Le givre recouvrait les vitres, son souffle formait de petits nuages. Massey remua dans son sommeil, murmurant quelque chose à propos d'une couverture rose et de cupcakes. Ara embrassa son front, essayant de ne pas laisser ses dents claquer. Elle avait tout essayé, appelé des amis, supplié le propriétaire de lui accorder une semaine supplémentaire, mais l'immeuble avait été vendu sans préavis et le nouveau propriétaire avait expulsé tous les locataires qui ne pouvaient pas payer d'avance. Ara n'avait jamais voulu être ici. Pas encore. Elle baissa les yeux vers son téléphone, les doigts engourdis par le froid, et s'attarda sur un nom dans ses contacts. John Grant. Elle hésita. Cela faisait des semaines depuis ce matin au café. Ils ne s'étaient pas reparlé depuis. Il avait proposé son aide, certes, mais était-il sincère? Elle regarda à nouveau Maisie, son petit visage pâle, ses lèvres sèches. Or ravala sa fierté et appuya sur le bouton d'appel. Le téléphone sonna une fois, deux fois. Allô? Sa voix était endormie. Il dormait, mais il était alerte. C'est moi, dit Elara au bord des larmes. Je suis désolé. Je ne savais pas qui d'autre appeler. Il y eut un silence. Où es-tu? 30 minutes plus tard, des phares fendirent l'obscurité de la ruelle. John s'arrêta derrière sa voiture et sortit dans le vent glacial sans manteau. Il se dirigea directement vers le côté conducteur et tapota doucement la vitre. Ballera la baissa à moitié. « Je suis désolé, murmura-t-elle à nouveau, honteuse de chaque instant qui avait mené à celui-ci. John ne répondit pas par des mots. Il ouvrit simplement la porte, se pencha vers le siège arrière et souleva Maisie dans ses bras comme si elle était en verre. L'enfant remua, cligna des yeux avant de se blottir contre sa poitrine. Il drapa alors son long manteau de laine sur ses épaules avant de la guider vers son véhicule.
Lorsqu'ils arrivèrent chez lui, une propriété tranquille à la lisière de la ville, entourée de pinces et de silence, Maisie s'était rendormie. John les conduisit derrière la maison principale, vers un petit cottage d'invités. Il était indépendant, confortable et chaleureux. Les lumières s'allumèrent doucement lorsqu'il ouvrit la porte. Il y a du chauffage, de l'eau chaude, de la nourriture dans le réfrigérateur, dit-il doucement. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Ara se tenait dans l'embrasure de la porte, retenant les larmes qu'elle ne voulait pas verser. Vous ne me connaissez même pas, dit-elle. Vous n'étiez pas obligé de faire ça. John la regarda. Vraiment, dit-il en la regardant. J'en sais assez, répondit-il, et je sais que Lily aurait fait la même chose. Il fit un signe de tête vers la petite chambre. Va la réchauffer, je vais apporter des couvertures. Ara donna un bain chaud à Maisie, laissant l'eau chaude faire fondre le froid de ses petits doigts. Elle l'habilla d'un pyjama doux qu'elle trouva plié sur la commode, exactement à sa taille. Quand elle revint dans la chambre, quelque chose la fit sursauter. Un nouvel ours en peluche avec un nœud couleur crème fraise était posé sur l'oreiller. Sous son bras se trouvait un petit mot. Pour quand le soleil te manque? Et juste au-dessus du lit, à l'extérieur de la petite fenêtre, un carillon éolien se balançait doucement dans la brise nocturne. Il était simple, en bois avec des accents argentés, mais quand il bougeait, il émettait un son doux et chaleureux. Ara le fixa un instant, le reconnaissant grâce à une photo qu'elle avait vue un jour dans le journal, un hommage à la défunte épouse de John. C'était son préféré. John ne dit pas un mot à ce sujet. Il revint simplement quelques minutes plus tard avec du thé chaud et une paire de chaussettes supplémentaires pour Ara. Elle les prit en silence, les mains tremblantes, non plus à cause du froid, mais à cause de quelque chose de plus lourd, de la gratitude. Elle n'avait pas demandé à être sauvée. Mais il était venu quand même. Et dans le calme de cette nuit, Ara sentit quelque chose changer. Pas la sécurité, pas la certitude, mais peut-être, pour la première fois depuis des années, un nouveau départ. Le cottage derrière la maison de John Grant était petit mais chaleureux. Et en quelques jours seulement, Maisie l'avait déjà revendiqué comme son espace d'aventure. Elle suivait John comme un caneton, surtout le matin, lorsqu'il s'occupait de son jardin. Elle sautillait à ses côtés dans sa robe rose, posant des questions sérieuses telles que les carottes se sentent-elles seules sous terre et les vers peuvent-ils se parler entre eux? John répondait à toutes ces questions avec une patience amusée. Tu poses plus de questions que la plupart des journalistes que j'ai rencontrés, la taquina-t-il un matin, agenouillée à côté d'un plant de tomates. Maisie haussa les épaules. C'est parce que je ne suis pas journaliste. J'ai 4 ans. Ara les observait depuis le porche. Voir sa fille rire si librement réveilla en elle quelque chose de calme et de longtemps perdu. Plus tard dans la semaine, Maisie décida de faire des gâteaux. Elle insista pour tout faire toute seule, et avec un mélange de confiance et de légère panique, elle la laissa faire. Les biscuits sortirent du four légèrement brûlés et très irréguliers. Ne dis rien, avertit Maisie en tendant une assiette à John. Mange-les simplement. Si tu ne vomis pas, j'en ferai d'autres. John en croqua un avec un visage impassible. Alors, demanda Maisie, les bras croisés. Il acquiesça solennellement. Ça a le goût du courage et un peu trop de sel. Maisie gloussa, ravie. À l'intérieur, Ara sourit en elle-même. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas ri aussi naturellement. Ce soir-là, Ara borda Maisie dans son lit et s'assit à côté d'elle pendant quelques minutes. « Tu aimes être ici ?» demanda-t-elle doucement. Maisie acquiesça sous la couverture. « Monsieur John écoute. Les adultes n'écoutent généralement pas. » Ellara écarta une boucle de cheveux de la joue de sa fille. « Oui, c'est vrai. » Quelques jours plus tard, alors que Maisie faisait la sieste sur le canapé, un livre d'histoires à moitié ouvert sur la poitrine, Ara se tourna vers John. « J'ai cherché des appartements à louer, dit-elle. Je pense que nous allons bientôt déménager. Je ne veux pas m'imposer. » John la regarda attentivement, puis secoua la tête. « Tu ne t'imposes pas. » Elle hésita néanmoins. « Cela n'a jamais été prévu pour être permanent. Je ne veux pas compliquer les choses. » Il marqua une pause, puis dit « Et si je te proposais un travail? » Elle cligna des yeux. « Pardon. À la fondation, continua-t-il. La fondation de Lily. J'ai besoin de quelqu'un pour gérer la communication, coordonner les événements, répondre aux demandes. Tu comprends de ces gens. Tu as vécu ce qu'ils vivent. Tout était calme.
Mais je n'ai aucun diplôme. Je ne suis pas officiel. Tu es authentique, répondit-il. C'est ce qui compte le plus. Il ne le dit pas avec pitié, juste avec une conviction sereine. Après un long moment, elle acquiesça. D'accord, ça me plairait. Les jours qui suivirent furent paisibles. Ara se consacra à son travail avec une concentration tranquille. Elle gérait les emplois du temps, répondait aux appels et aida même à réorganiser quelques programmes communautaires. John observait comment elle traitait des gens avec gentillesse, clarté et force. Elle n'avait rien de faux. Et puis, il y avait les moments de calme, comme cet après-midi où la lumière filtrait à travers la fenêtre du cottage. Maisie dormait sur le canapé, son petit bras posé sur son ours en peluche préféré. Or était assise à la petite table, en train de relire des documents. Elle avait un crayon derrière l'oreille et ses boucles blondes tombaient librement sur ses épaules. John entra avec 2 tasses de thé. Il en posa une à côté d'elle, s'assit en face sans un mot et but une gorgée. Ils ne parlèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Au bout d'un moment, Ahara leva les yeux et croisa son regard. Elle sourit légèrement. Ce n'était pas grandiose. Ce n'était pas une déclaration, mais c'était comme si quelque chose de doux s'était installé entre eux, quelque chose qui n'avait pas besoin d'être dit. C'était comme le début d'un foyer. Le soleil de l'après-midi répandait une lumière douce sur le jardin, projetant de longues ombres sur les haies taillées et les rangées de lavande qu'Ara et Macy avaient plantées ensemble. Ara portait des gants de jardinage, ses boucles blondes cachées sous un chapeau de soleil. Maisie, dans sa robe rose désormais tachée de terre, gloussait en arrosant un parterre de fleurs sauvages. Tout était paisible. Puis une portière de voiture claqua au loin. Elle leva les yeux, s'essuyant le front. Une femme d'une trentaine d'années franchit le portail d'entrée, ses talons aiguilles et résonnants sur le chemin de pierre, vêtue d'un manteau noir structuré malgré la chaleur, et dont le regard glaçait l'atmosphère autour d'elle. Elle avait les mêmes pommettes de patience que John, la même attitude glaciale, mais aucune de sa douceur. « Céleste !» appela John depuis le porche. Il était sorti dès qu'il l'avait vue arriver, déjà tendu. Céleste ne lui jeta même pas un regard au début. Ses yeux étaient rivés sur Ara. Puis, ils se posèrent sur Maisie. « Je vois, dit-elle froidement. Voilà donc à quoi ressemble le deuil. » Ara se leva lentement, confuse. « Je suis désolé que tu vives ici. » La voix de Céleste s'éleva. « Avec ton enfant. » Maisie se cacha derrière les jambes d'Ara. John s'approcha. « Céleste, ne fais pas ça. »« Non, John, rétorqua-t-elle. Tu n'as pas à me dire quoi faire après ça. » Elle se tourna à nouveau vers Alara. « Savez-vous qui je suis? » Ara hésita. « Je suis désolé. »« Non, je suis la sœur de Lily. » Ce nom la frappa comme un coup discret. Alara retint son souffle. Ses mains se posèrent instinctivement sur les épaules de Macy. « Je ne voulais pas, » commença-t-elle. Céleste l'interrompit. « Ne faites pas semblant de ne pas savoir à qui appartenait cet endroit. La tombe de ma sœur est à peine enterrée, et tu as fait emménager quelqu'un d'autre dans sa maison avec un enfant. » John s'interposa entre elles, ferme mais calme. « Céleste, arrête. Ce n'est pas ce que tu crois. »« Ah bon? » La voix de Céleste tremblait de rage contenue. « Alors explique-moi ce que je vois, John. Parce que tout ce que je vois, c'est un homme qui a fait des promesses devant une tombe et qui les a oubliées dès qu'une blonde triste est arrivée. » Ara tressaillit. John inspira lentement. « Elle ne remplace pas Lily. Elle ne le pourrait jamais. » Céleste tourna son regard vers lui. « Alors pourquoi est-elle ici? Tu m'avais promis. Tu avais dit que personne d'autre ne franchirait cette porte. Tu avais dit que cette maison resterait celle de Lily, que sa mémoire serait préservée. » Il y eut un moment de silence. Maisie, sentant la tension mais sans la comprendre, tira doucement sur la manche d'Ara. « On a des problèmes, maman. » Ara s'accroupit et murmura. « Non, ma chérie, pas du tout. » Mais à l'intérieur, quelque chose se décomposait. Elle regarda Céleste, John, puis les petites mains enroulées autour des siennes. La dernière chose qu'elle voulait, c'était d'être une blessure dans la guérison de quelqu'un d'autre. Sans un mot, Ara prit doucement le panier de jardinage et prit la main de Maisie. « Excusez-moi, murmura-t-elle d'une voix basse. John fit un mouvement comme pour l'arrêter, mais son regard disait « pas maintenant ». Elle retourna vers le cottage, le pas lourd, le cœur encore plus lourd. Plus tard dans la soirée, le soleil était bas, projetant de longues rayures oranges à travers les fenêtres. John se tenait dans le hall d'entrée, les mains dans les poches,
fixant le couloir qui menait à la maison d'amis. Il se sentait déchiré comme il ne l'avait pas été depuis des années. Céleste avait tout à fait le droit de pleurer Lily et de protéger sa mémoire. Elle était restée à ses côtés lors des funérailles. Elle s'était assise à côté de lui les nuits où il ne pouvait parler sans trembler. Mais tout cela avait redonné vie à cette maison sans même le vouloir. Pas de bruit, pas de chaos, juste du souffle. Et maintenant, il avait l'impression que deux mondes s'affrontaient dans sa poitrine. Il entendit la porte s'ouvrir derrière lui. Céleste entra, plus silencieuse cette fois. Son regard n'était plus glacial, mais fatigué. « Je sais que tu l'aimais, dit-elle. Je l'aime toujours. » Alors pourquoi? John se retourna lentement. Parce que Lily m'a appris à aimer en silence, à être présent quand c'est difficile, à être gentil même quand on souffre. Il fit une pause. Elle aurait aimé avoir une petite Macy. La bouche de Céleste se crispa. Elle ne répondit pas. Elle murmura seulement, « Alors tu devras choisir dans quel souvenir tu veux vivre. » Sur ces mots, elle partit, laissant John seul, entouré de silence, avec deux mondes qui tiraient sur son cœur, et une femme dans le jardin qui n'avait rien demandé, mais qui, d'une manière ou d'une autre, avait tout maintenu ensemble. La maison était silencieuse, mais ce n'était pas un silence paisible. C'était un silence vide. John entra dans la maison d'hôte juste après le lever du soleil, une tasse de thé à la main, pour trouver la porte légèrement entr'ouverte. Le lit était fait. Les jouets avaient disparu. Les petites chaussures roses près de la porte n'étaient plus là. Sur la table de la cuisine se trouvait un mot plié. Il l'ouvrit avec des doigts tremblants. « Je n'ai jamais voulu être l'ombre qui t'a poussé à choisir. Merci de nous avoir accueillis. » C'était plus que suffisant, Ara. Sa poitrine se serra. Il resta immobile pendant un long moment, comme si le moindre mouvement pouvait rendre tout cela réel. Puis, d'un seul mouvement, il se retourna, attrapa ses clés et courut. L'arrêt de bus à la sortie de la ville était presque vide. La brume matinale était encore basse, s'enroulant autour du banc où Ara et Macy étaient assises, deux petites flaques entre elles. Macy était appuyée contre sa mère, à moitié endormie, le pouce dans la bouche. Ara semblait n'avoir pas dormi du tout. Lorsqu'elle entendit des pas marteler le béton, elle se retourna. John. Il s'arrêta net, le souffle coupé. Sans un mot, il s'agenouilla devant Macy et l'enlaça comme si elle était un trésor qu'il avait failli perdre. Macy cligna des yeux, puis sourit d'un air endormi et le serra dans ses bras. Ara regardait, figée, la main crispée sur le ticket de bus dans sa poche. Lorsque John se releva enfin, il se tourna vers elle, non pas comme l'homme posé qu'elle avait toujours connu, mais comme quelqu'un qui avait quelque chose à perdre et qui en était désormais conscient. « Je pensais en avoir fini, dit-il doucement. Avec cette partie de ma vie, l'amour, la famille, je me suis dit qu'il n'y avait plus de place pour autre chose. » Sa voix se brisa légèrement. « Mais quand toi et Macy êtes entrés dans ma vie, c'était comme si je pouvais à nouveau respirer. Vous n'avez rien demandé. Vous n'attendiez rien et pourtant, vous m'avez donné quelque chose que je ne pensais plus jamais ressentir. » Il s'approcha. « Je ne veux pas que tu partes, Elara. Pas parce que j'ai pitié de toi. Pas à cause de Lily, mais parce que moi, il fit une pause. Sa voix n'était plus qu'un murmure. J'ai besoin de toi ici, toi et Macy. » Les yeux d'Ar brillaient. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit, juste un souffle. Et à ce moment-là, elle comprit que ce qu'elle avait attendu toute sa vie, ce n'était pas un homme pour la sauver, mais quelqu'un d'assez courageux pour la choisir pleinement et sans hésitation. Maisie tira sur sa manche. « Maman, on peut rentrer à la maison maintenant? » Ara regarda John. « À la maison? » Elle acquiesça, retrouvant enfin la voix. « Oui, ma chérie, nous pouvons. » Cet après-midi-là, John passa un coup de fil lorsque Céleste répondit « Il n'a pas bronché. » « J'ai besoin que tu viennes avec moi, dit-il simplement. À sa grande surprise, elle accepta. Il ne l'emmena pas à la maison. Il l'emmena au cimetière. Le ciel était à nouveau gris, comme le jour où il avait rencontré Ara pour la première fois. Il se tenait devant la tombe de Lily. Ara, Maisie, oh, Shadini, John et Céleste. John déposa un bouquet de lys frais. Puis il recula, prit la main d'Alor dans la sienne et dit à voix haute « Si tu nous regardes encore, Lily, je veux que tu saches quelque chose. » Sa voix était désormais ferme. « Je ne t'ai pas oublié, je ne pourrai jamais, mais je pense que tu aurais voulu que je continue à vivre. Et ça, dit-il en désignant Ara et Macy, ça me donne l'impression de revivre. » Céleste se tenait à quelques pas,
les bras croisés. Elle ne disait rien, mais son regard s'était adouci. Maisie s'accroupit et déposa une petite fleur rose à côté du bouquet. Pour la dame qui a donné du thé à maman, dit-elle doucement, Djamalaitwant. Ara cligna des yeux pour retenir ses larmes, et pour la première fois, le chagrin ne lui semblait plus être un mur. C'était comme un pont, un moyen d'avancer ensemble. C'était la veille de la journée, papa et moi, à l'école. Maisie se tenait près de la table de la cuisine, ses petites mains serrant une carte qu'elle avait fabriquée à partir de papier cartonné rose. Elle avait des traces de paillettes sur les joues et avait dessiné au crayon 3 bonhommes allumettes sur le devant. Ara était en train de rincir la vaisselle lorsqu'elle sentit quelqu'un tirer sur sa manche. « Maman, » murmura Macy, « je peux donner ça à Monsieur John? » Alora s'essuya les mains et s'accroupit lentement. « Bien sûr, ma chérie. Tu veux que je t'aide à écrire quelque chose à l'intérieur? » Maisie secoua la tête. « Je l'ai déjà fait. » Le lendemain matin, John entra dans son bureau et trouva la carte sur son bureau. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, écrit en lettres bancales, on pouvait lire « Cher Monsieur John, si vous ne pouvez pas venir à la journée papa et moi, je dirai simplement à mes amis que mon papa est un super-héros et qu'il est trop occupé à sauver le monde. Mais si vous venez, je n'aurai plus besoin de mentir. Je t'aime, Macy. » John eut la gorge serrée. Il lut le message 2 fois. Une fois avec surprise, une fois avec une émotion plus profonde. Puis il posa délicatement la carte sur son bureau et prit sa veste de costume. Lorsque John entra dans le gymnase de l'école plus tard dans la journée, il portait un costume gris anthracite et un petit badge rose sur le revers de sa veste. Mais il le lui avait donné le matin même en lui disant « Tu dois le porter, c'est la couleur de notre équipe. » Ses yeux s'illuminèrent dès qu'elle l'aperçut de l'autre côté de la pièce. Elle courut se jeter dans ses bras, le déséquilibrant presque. « Tu es venu, dit-elle rayonnante. « Je ne manquerai ça pour rien au monde, répondit-il en souriant. Ils rejoignirent un cercle d'enfants et de parents assis sur des tapis colorés. L'enseignante demanda aux enfants de parler de leur père ou de leur papa pour la journée. Quand ce fut le tour de Macy, elle se leva, lissa sa robe et serra fermement la main de John. « Mon papa, dit-elle fièrement, aide ma maman à croire à nouveau en l'amour. » La salle devint silencieuse. Certains parents souriaient, quelques-uns essuyaient leurs yeux. John regarda celle qui se tenait juste à l'entrée. Elle avait la main sur le cœur. Elle souriait, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Ce soir-là, le ciel était doré alors que le soleil se couchait derrière les collines. John, Ara et Maisie étaient assis ensemble sous le porche de la maison d'hôte, qui ne semblait plus temporaire. Le vent apportait une brise fraîche, faisant teinter le carillon éolien suspendu près de la porte. Le préféré de Lily. Maisie tenait une assiette de biscuits bosselés, légèrement trop cuits. « Ceux-ci sont spéciaux, annonça-t-elle. Un pour chacun d'entre nous, mais le mien contient le plus de pépites de chocolat. » John rit. « Ça me semble juste. » Il prit un biscuit et en tendit un à Ara. Ils s'assirent tranquillement, regardant Maisie courir pieds nus après les lucioles dans le jardin. Puis Ara tendit la main et prit celle de John. Sa voix était douce. « Je sais que certaines blessures ne disparaissent jamais, mais parfois, la main de quelqu'un est assez chaude pour vous aider à la vivre avec. » John se tourna vers elle, son pouce effleurant doucement ses jointures. Il ne dit rien, mais son silence exprimait tout ce qu'il n'avait pas besoin de dire. À l'intérieur de la maison, au-dessus de la cheminée, était accroché un dessin encadré aux couleurs vives. 3 personnages se tenaient sous un soleil, se tenant par la main. L'un était grand et portait des lunettes. L'autre avait de longs cheveux blonds et portait une robe rose. En dessous, une écriture maladroite mais déterminée disait « Nous n'avons pas trouvé de famille, nous en sommes devenus une. » Et dehors, le carillon éolien dansait à nouveau, léger, simple et complet. Si cette histoire vous a touché, ne serait-ce qu'un peu, n'oubliez pas de vous abonner à Soul Stirring Stories et de cliquer sur le bouton « Hype » pour soutenir notre chaîne. Nous croyons en l'amour discret, celui qui se manifeste, qui reste et qui guérit. De nouvelles histoires chaque semaine, toujours réelles, toujours humaines. Merci de nous avoir regardés et n'oubliez pas que parfois, la famille dont vous avez besoin est celle que vous choisissez. À bientôt pour une nouvelle histoire.